Ceci est le message d'un spectateur qui s'appelle Pascal. Et quand je l'ai lu, j'ai dû reposer mon téléphone un instant, parce que cet homme ne s'est pas ruiné en une nuit. Ni dans un casino, ni sur un coup de folie, il s'est ruiné lentement, pièce après pièce, billet après billet, en étant convaincu chaque jour qu'il faisait une bonne affaire. C'est pas l'histoire d'un touriste naïf qui débarque pour la première fois et se fait plumer dans un bar en une semaine. C'est pire que ça, et c'est plus troublant, parce que Pascal était précisément le genre d'homme qui se croyait à l'abri. 61 ans. Un ancien chef d'équipe qui avait géré des budgets, des plannings, des hommes et des chiffres pendant toute sa vie professionnelle. Un homme qui, avant de partir, s'était assis à sa table avec une feuille de papier et un crayon et avait calculé, ligne par ligne, combien lui coûterait sa nouvelle vie. Il avait fait ses comptes. Il était sûr de lui. Et c'est exactement pour cette raison que ce qui lui est arrivé devrait vous donner un frisson, parce que si un homme méthodique, prudent, économe, peut voir son rêve lui glisser entre les doigts sans entendre la moindre sonnette d'alarme. Alors honnêtement, cela peut arriver à n'importe qui. On lui avait vendu un rêve très précis, vivre comme un roi pour 1 000 € par mois, le soleil au lieu de la pluie, une petite maison, une compagne douce, des repas pour presque rien, une retraite paisible loin du froid et de la solitude, un calcul simple, imparable, séduisant. Là où il survivait à peine en France, il allait s'épanouir là, bas, pour 3 fois moins cher. Et le plus cruel, c'est que ce calcul n'était pas entièrement faux. La vie là-bas peut effectivement être bon marché. C'est même ce qui rend cette histoire si dangereuse. Parce que Pascal a découvert, 3 ans plus tard, assis devant un cahier de compte ouvert, une calculatrice qui tremblait un peu entre ses doigts et un ventilateur qui brassait l'air chaud au-dessus de sa tête, que son rêve thaïlandais lui avait coûté presque 3 fois ce qu'il avait prévu et qu'il s'en était rendu compte qu'au moment où il était déjà beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Ce qui suit n'est pas un réquisitoire contre un pays, ni contre les femmes d'un pays. Vous allez le voir, la vérité est plus subtile et plus inconfortable que les titres faciles. C'est l'histoire d'un homme qui croyait acheter du bonheur au rabais, et qui a fini par payer le prix fort, non pas à cause des prix, mais à cause de lui-même et de ce qu'il refusait de regarder en face. Restez jusqu'au bout, parce que la leçon que Pascal a tirée de tout cela pourrait, un jour, vous éviter de signer le même contrat sans le savoir. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez s'il vous plaît à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon emploi à temps plein. Merci d'être ici. Je m'appelle Pascal Renaudière-Vauquelin et il faut que je vous explique d'abord dans quel état d'esprit j'étais le jour où tout a commencé. Parce que sans ça, vous ne comprendrez pas comment un homme comme moi a pu se laisser emporter aussi loin. J'ai passé presque toute ma vie à Cherbourg, dans la Manche, là où le vent vient de la mer et ne s'arrête jamais vraiment. J'ai travaillé plus de 30 ans dans une entreprise sous-traitante de la construction navale, j'ai fini chef d'équipe, et je peux vous dire que j'ai connu le froid dans les eaux, l'humidité qui s'installe dans les hangars, les matins gris où le jour se lève à peine. J'aimais mon métier, malgré tout. J'aimais voir une coque prendre forme, j'aimais commander une équipe, savoir que les choses tenaient parce que je les avais calculées. Et puis il y a eu un licenciement économique, un départ négocié, et du jour au lendemain, à 58 ans, je me suis retrouvé chez moi avec mes journées entières devant moi et plus personne à diriger. La retraite, on en parle comme d'une récompense. Pour moi, ça a été un mur. Le matin, je me réveillais sans raison de me lever. Je faisais mon café, je le buvais seul devant la fenêtre, je regardais la pluie tomber sur les toits d'ardoise et je n'avais rien à faire de ma journée sinon attendre la suivante. Mon mariage était fini depuis 14 ans déjà. 28 ans de vie commune, 2 enfants, et puis l'usure, les silences, et une séparation que nous avions traversée sans cris, mais sans tendresse non plus. Mes 2 enfants étaient devenus des adultes que je voyais peu. Ma fille Mélanie, fonctionnaire à Caen, mère de famille débordée. Mon fils Benjamin, professeur d'éducation physique à Saint-Lô. 3 petits-enfants que j'embrassais aux fêtes de fin d'année et que je ne reconnaissais presque plus d'une année sur l'autre, tellement ils grandissaient vite. On s'appelait oui, 1 fois par mois, parfois moins. Des conversations polies, affectueuses, mais courtes, où chacun retournait ensuite à sa vie. Le soir, dans mon appartement silencieux, je faisais le tour de ma situation. J'avais ma retraite, environ 1 800 € par mois. J'avais mes économies, ce qui restait de mon indemnité de départ et de ce que j'avais mis de côté toute ma vie, à peu près 110 000 € sur mes comptes. J'avais mon appartement que je pouvais louer. Sur le papier, je n'étais pas un homme pauvre. Mais je m'ennuyais à mourir, et l'argent ne suffisait pas à remplir le vide. À Cherbourg, 1 800 € par mois, ça vous permet de payer vos factures, de manger correctement, et c'est à peu près tout. Le chauffage coûte cher, la nourriture coûte cher, sortir coûte cher quand on a quelqu'un avec qui sortir, ce qui n'était plus mon cas.
Je me sentais à l'étroit dans ma propre vie, et surtout je me sentais seul d'une solitude lourde, celle qui ne fait pas de bruit mais qui vous ronge. C'est dans cet état que j'ai commencé à passer mes soirées devant des vidéos en ligne, des chaînes faites par des hommes comme moi, des Français partis vivre ailleurs, qui filmaient leur quotidien sous le soleil, et toujours le même thème revenait, comme une chanson qu'on n'arrive plus à se sortir de la tête. La Thaïlande, la vie pas chère. Vivre comme un roi pour 1 000 € par mois. Un homme souriant devant une assiette de nourriture colorée qui annonçait qu'il avait payé l'équivalent de 2 €. Un autre qui montrait son appartement avec vue sur la mer et expliquait qu'il payait un loyer ridicule. Un troisième qui disait, en riant, que, à mon âge, on pouvait encore refaire sa vie là-bas, qu'on y trouvait la douceur, la chaleur humaine, une compagne attentionnée, et que tout cela coûtait une fraction de ce qu'on dépensait en Europe. Je vais pas vous mentir. Ces vidéos m'ont travaillé pendant des mois. Au début, je les regardais comme on regarde un documentaire sur un pays lointain, sans vraiment me projeter. Puis je me suis surpris à faire des comptes. Si je louais mon appartement de Cherbourg, j'aurais un revenu en plus. Avec ma retraite et ce loyer, je disposerais d'un budget confortable. Et si la vie là-bas coûtait vraiment 3 fois moins cher, alors je survivrais plus, je vivrais. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un projet, une raison de me lever le matin. Je me suis remis à ma feuille de papier, comme au temps où je calculais des budgets de chantier. Et j'ai posé les chiffres. Loyer d'un studio, 410 € m'avait-on dit pour quelque chose de correct dans une ville balnéaire. Nourriture, 300 € si je mangeais comme un habitant du pays, dans la rue, sur les marchés. Transport, 100 € puisque tout était bon marché et que je pourrais même me déplacer en 2 roues. Loisirs et sorties, 200 € de quoi profiter. Et puis une marge pour les imprévus, 190 €. Au total, 1 200 € par mois. 1 200 € pour vivre confortablement, là où à Cherbourg 1800 ne me permettait même pas de respirer. Le reste, je l'épargnerais. Mon capital de 110 000 € resterait intact, peu. Être même grossirait-il. Je me revoyais déjà, vieux et tranquille, avec un coussin de sécurité solide et des journées ensoleillées. Il faut que je sois honnête avec vous, parce que c'est la clé de tout. Dans ma tête, c'était un calcul économique. Un projet de retraite rationnel, raisonnable, presque comptable. Je me disais que je partais pour le soleil et pour les prix bas, mais sous ce discours, il y avait autre chose que je ne m'avouais pas. Il y avait la solitude, il y avait l'envie d'être à nouveau quelqu'un pour quelqu'un. Il y avait tout au fond le désir d'une présence, d'une chaleur, d'une main dans la mienne le soir. Je n'en parlais à personne, surtout pas à mes enfants, et je ne me l'avouais qu'à moitié à moi-même. Officiellement, je partais pour économiser. En vérité, je partais aussi pour ne plus mourir d'ennui et de silence. Cette part cachée de mes motivations, je ne l'ai comprise que bien plus tard. Et c'est précisément cette part-là, celle que je refusais de regarder, qui allait me coûter le plus cher. J'ai pris ma décision un soir d'hiver, alors que la pluie fouettait les carreaux, et qu'il faisait nuit à 5 heures de l'après-midi. J'ai loué mon appartement à un jeune couple. J'ai prévenu mes enfants, qui ont accueilli la nouvelle avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude polie. Mélanie m'a demandé si j'étais sûr, si je connaissais quelqu'un là-bas, si j'avais bien réfléchi. Je lui ai répondu que j'avais tout calculé, que c'était pas un coup de tête, que c'était même la chose la plus raisonnable que j'ai faite depuis des années. Benjamin m'a dit de faire attention, sans préciser à quoi. J'ai souri, je les ai rassurés, et 3 semaines plus tard, je montais dans un avion avec 2 valises et une feuille de papier pliée dans la poche intérieure de ma veste, celle où j'avais écrit mon budget, 1 200 € par mois. Je m'y tiendrai, j'en étais certain. Pattaya m'a frappé en plein visage dès la sortie de l'avion. La première chose, c'est la chaleur. Une chaleur épaisse, humide, qui vous enveloppe comme un linge mouillé et tiède, qui colle la chemise à la peau en quelques secondes. Puis, le bruit, le grondement permanent des 2 roues qui filent dans tous les sens, les klaxons, les voix, la musique qui s'échappe des échoppes. Et l'odeur, surtout, ce mélange entêtant de viande grillée sur les brassereaux au coin des rues, de gaz d'échappement, de fruits trop mûrs et de fleurs écrasées. Tout était saturé, vivant, éclatant. Le soir, les enseignes lumineuses transformaient les avenues en rivières de couleurs. Je venais d'un pays de ciel gris et de rues vides après 20 heures, et je me retrouvais plongé dans une ville qui ne dormait jamais, où la vie débordait de partout, à toute heure. J'ai loué un studio sur la colline de Pratamnak, un quartier un peu en hauteur, plus calme que le centre, à l'écart de l'agitation la plus folle, 15 000 bahts par mois, ce qui faisait, au cours de l'époque, à peu près 410 €, exactement ce que j'avais prévu. J'ai posé mes valises dans cette pièce simple mais propre, avec son lit, sa petite cuisine, sa climatisation et son balcon d'où l'on apercevait un bout de mer entre 2 immeubles, et je me suis dit que j'avais bien fait. Pour 410 €, j'avais à Cherbourg une cave. Ici, j'avais un logement,
le soleil et la mer au loin. Les premières semaines ont été exactement ce qu'on m'avait promis. Je vivais simplement et je vivais bien. Le matin, je descendais acheter mon repas dans la rue, une assiette de riz, de légumes et de viande pour une somme dérisoire, l'équivalent de moins de 2 euros. Je mangeais sur un banc en regardant la ville s'éveiller, les commerçants ouvrir leurs rideaux de fer, les écoliers en uniforme passer en file. Je marchais beaucoup, je découvrais les marchés, les temples avec leurs toits dorés qui captaient le soleil, les ruelles où s'entassaient les étals. Je faisais mes comptes chaque semaine et mes comptes étaient bons. Je dépensais moins que prévu. Je tenais largement dans mon budget de 1200 euros et certains mois, je restais même en dessous. Je me félicitais. Je m'étais trompé sur beaucoup de choses dans ma vie, mais sur ce calcul-là, j'avais visé juste. La Thaïlande pas chère existait et je vivais dedans. Mais il y avait une chose que mon budget n'avait pas prévue, parce qu'on la met jamais dans une colonne de chiffres. La solitude m'avait suivi. Bien sûr, les premières semaines, la nouveauté me tenait occupé. Tout était à découvrir, tout m'émerveillait. Mais passé le premier enthousiasme, le soir, quand je remontais dans mon studio et que je fermais la porte, je me retrouvais exactement comme à Cherbourg, seul devant un écran, avec personne à qui raconter ma journée. Le décor avait changé. La chaleur avait remplacé le froid, le bruit avait remplacé le silence, mais le vide intérieur, lui, était resté intact. Je l'avais transporté avec moi dans mes valises, sans le savoir. Autour de moi, je voyais d'autres hommes seuls, des étrangers de mon âge, parfois plus âgés. Certains traînaient dans les bars du soir, et je me disais que ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas venu chercher ça. J'avais une certaine idée de moi-même, vous comprenez. J'étais un homme sérieux, un ancien chef d'équipe, un père de famille, un grand-père. L'idée de payer pour de la compagnie me répugnait. C'était pas une question de morale élevée, c'était plus simple, ça m'aurait humilié. Je voulais une rencontre, une vraie, quelque chose de propre et de digne. Et c'est exactement cette fierté, là, cette conviction d'être au-dessus des pièges grossiers qui m'a rendu vulnérable au piège le plus fin de tous. Un soir, en parcourant mon téléphone, je suis tombé sur une application de rencontre. Pas un site louche, pas un endroit pour acheter quoi que ce soit. Une application qui se présentait comme sérieuse, faite pour ceux qui cherchaient une relation véritable, durable, des hommes et des femmes qui voulaient construire quelque chose. Je me suis dit que c'était parfait. C'était digne. C'était moderne. Des gens de mon âge utilisaient ça partout dans le monde. Je n'étais pas un client de bar. J'étais un homme qui cherchait l'amour de la manière la plus respectable qui soit. J'ai créé un profil avec quelques photos de moi, une description honnête, retraité français, sérieux, calme, à la recherche d'une vraie rencontre. Et sans le savoir, en croyant fermer la porte aux arnaques, je venais de l'ouvrir en grand. Elle s'est manifestée au bout de quelques jours. Son profil s'appelait Somme, un surnom doux et court. Sur ses photos, elle souriait avec une simplicité qui m'a tout de suite touché. Pas une de ces poses étudiées qu'on voit partout, pas un visage refait. Une jeune femme à l'air ordinaire et sincère, photographiée dans des décors banals, un centre commercial, un parc, devant un temple. Elle disait avoir 28 ans, travailler dans une boutique de téléphone portable et chercher un homme sérieux, plus âgé, stable, avec qui envisager une vie tranquille. Je lui ai écrit un message poli. Elle m'a répondu dans la soirée, dans un français hésitant mêlé d'anglais simple, avec une gentillesse désarmante. Nous avons commencé à échanger. Et dès les premiers messages, elle a fait quelque chose qui m'a profondément rassuré, quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Elle m'a parlé de sa fille, tout de suite, sans détour. Elle m'a dit qu'elle était mère d'une petite fille de 9 ans qui s'appelait Fon et qui vivait chez sa grand-mère, à la campagne, dans une province pauvre du Nord-Est. Elle m'a dit qu'elle voulait pas commencer une relation sur un mensonge, que beaucoup d'hommes fuyaient quand ils apprenaient qu'elle avait un enfant, mais qu'elle préférait être honnête dès le début. Et moi, naïf que j'étais, j'ai vu dans cet aveu une preuve de droiture. Je me suis dit, voilà, une femme qui dit la vérité, qui ne cache rien, qui ne cherche pas à m'attraper avec des illusions, une femme honnête. Je savais pas encore que cette honnêteté affichée était la première pièce d'un mécanisme très ancien et très bien rodé. Nous avons convenu de nous rencontrer. Elle a proposé un café dans un centre commercial en plein jour, dans un endroit fréquenté. Là encore, tout respirait le sérieux et la décence. Pas un bar sombre, pas une chambre. Un café l'après-midi, comme deux personnes ordinaires qui font connaissance. Je suis arrivé en avance, le cœur battant comme un adolescent. Et quand je l'ai vue traverser la galerie marchande dans sa robe simple, avec son sourire timide, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Elle était plus belle en vrai que sur ses photos. Petite, gracieuse, douce dans ses gestes.
Elle s'est assise en face de moi, elle a baissé les yeux, elle a ri de sa propre gêne, et nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a posé des questions sur ma vie, sur la France, sur mon travail d'avant, sur mes enfants. Elle écoutait vraiment, ou du moins elle en donnait l'impression parfaite. Quand je parlais de mon métier, de la construction navale, des bateaux, elle ouvrait de grands yeux et disait que je devais être un homme intelligent, un homme qui avait réussi des choses importantes. Quand je parlais de ma solitude depuis la retraite, elle hochait la tête avec une compassion qui m'a serré la gorge. Personne ne m'avait écouté comme ça depuis des années. Mon ex-femme, à la fin, ne m'écoutait plus. Mes enfants étaient trop occupés. Et là, en face de moi, une jeune femme buvait mes paroles, comme si j'étais l'homme le plus passionnant du monde. Vous n'imaginez pas l'effet que ça fait, à mon âge, après tant d'années d'invisibilité. Mais ce qui m'a définitivement convaincu, c'est ce qui s'est passé à la fin. Quand le serveur a apporté l'addition, une toute petite addition, 2 cafés et quelques pâtisseries, Somme a sorti son porte-monnaie et a insisté pour payer sa part. Elle a posé ses billets sur la table avec fermeté, en disant qu'elle ne voulait pas que je pense qu'elle était comme les autres, qu'elle travaillait, qu'elle gagnait son argent, qu'elle ne cherchait pas un homme pour le vider. J'ai protesté, j'ai voulu tout régler, mais elle a tenu bon. Et en sortant de ce café, j'avais la certitude absolue d'avoir rencontré une femme différente. Une femme fière, honnête, indépendante, une femme qui ne voulait pas de mon argent. Je rentrais chez moi ce soir-là avec, pour la première fois depuis très longtemps, le sentiment que la vie pouvait encore me réserver de belles choses. Je sais aujourd'hui ce que c'était. Cette part qu'elle a payée, ces quelques pièces posées sur la table, c'était l'investissement le plus rentable de toute son entreprise. Quelques dizaines de bas pour acheter ma confiance totale. Le meilleur appât est toujours celui qui semble vous coûter à vous, pas à votre proie. Mais sur le moment, je n'y ai vu que de la noblesse. Pendant les semaines qui ont suivi, nous nous sommes revus régulièrement et elle n'a jamais rien demandé. C'est important que vous compreniez ça. Il n'y a pas eu, au début, la moindre sollicitation d'argent. Au contraire, elle continuait parfois à payer ses propres consommations ou à apporter de petites choses, un fruit, une douceur de son pays qu'elle voulait me faire goûter. Elle prenait de mes nouvelles le matin, me souhaitait bonne nuit le soir. Elle me racontait sa journée à la boutique, les clients difficiles, sa fatigue. Elle me parlait de sa fille avec une tendresse qui paraissait absolument authentique, me montrait des photos de la petite, me disait combien elle travaillait pour lui offrir un avenir meilleur, pour qu'elle puisse rester à l'école et ne pas finir comme tant d'autres jeunes filles de sa province. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, elle est devenue le centre de mes journées, j'attendais ses messages. Je me préparais pour nos rendez-vous avec un soin que je n'avais plus mis dans mon apparence depuis des décennies. Le vide de mes soirées s'était rempli. La solitude qui m'avait suivi de Cherbourg jusqu'à Pattaya commençait enfin à se dissoudre. Je me sentais vivant, désiré, important. Et pendant ces premières semaines, mon budget restait parfaitement maîtrisé, parce que nous vivions chacun chez soi et que les dépenses étaient minimes. Je me disais que j'avais trouvé le bonheur sans même devoir le payer, que la vie pas chère existait et que l'amour, par-dessus le marché, était gratuit. C'était la dernière fois de ma vie que je penserais une chose pareille. Le glissement a commencé doucement, comme tout le reste. Après quelques mois, il est devenu naturel que Somme passe de plus en plus de temps chez moi. Elle restait dormir, puis elle restait plusieurs nuits d'affilée, puis elle a commencé à laisser quelques affaires dans le studio, une brosse à dents, des vêtements, des produits de toilette. Un jour, sans que ce soit jamais vraiment décidé, elle vivait là. Nous étions devenus un couple qui partageait un toit. Et c'est à ce moment précis, sans que la moindre alarme ne sonne, que la mécanique financière a changé de nature. Le studio de la colline de Pratamnak était trop petit pour 2, il y avait qu'un coin pour s'asseoir et à 2 on s'y sentait à l'étroit. Somme a suggéré, avec douceur, qu'on serait mieux dans un logement un peu plus grand. Elle ne l'a pas exigé, elle l'a glissé entre 2 phrases, comme une évidence pratique. Et c'était vrai, objectivement. Nous avons donc déménagé dans un studio plus spacieux, plus confortable, avec une vraie cuisine et une chambre séparées. Le loyer est passé à 10 à 9, 1000 bahts par mois, soit à peu près 520 €. 110 € de plus qu'avant. Pris isolément, ce n'était rien. Une augmentation raisonnable pour un confort réel. J'y ai pas pensé à 2 fois. Au début, Somme a insisté pour participer au loyer. Elle m'a remis 2000 bahts par mois en disant qu'elle voulait contribuer, qu'elle ne voulait pas être une charge, et là encore ce geste m'a touché et rassuré. Voilà une femme qui paie sa part, me répétais-je, mais cela n'a pas duré. Au bout de 2-3 mois, un soir, en posant doucement sa tête sur mon épaule, elle m'a dit qu'elle avait du mal à boucler ses fins de mois, qu'elle gagnait si peu à la boutique, et que de toute façon je gagnais tellement plus qu'elle. Mon amour, a-t-elle murmuré, c'est normal que ce soit toi qui t'occupes de nous. Tu es l'homme, tu as réussi ta vie, moi je ne suis qu'une petite vendeuse. Et j'ai accepté, sans débat,
Sans même y réfléchir une seconde. J'ai trouvé ça naturel, presque flatteur. J'étais l'homme qui prenait soin de sa compagne. Quel mal y avait-il à ça? C'est ainsi que les 2000 bas mensuels ont cessé et que je me suis mis à tout payer. Pas par une grande décision, jamais par une grande décision, simplement par une succession de petits abandons que je ne comptais pas. Quand nous sortions manger, c'était moi qui réglais. Quand nous faisions une petite escapade le temps d'une journée à la plage voisine ou dans une ville proche, c'était moi qui couvrais le transport, les repas, l'entrée des sites. Quand il fallait acheter quelque chose pour le logement, c'était sur mon argent. Et tout cela me semblait juste, parce que j'avais effectivement plus qu'elle, et parce que je l'aimais, et parce qu'on aime payer pour ce qu'on aime. Sans m'en apercevoir, mon budget mensuel a glissé. 2200 € prévus, je suis passé à quelque chose comme 10 à 8000 bas par mois, environ 500 € rien que pour la vie courante, à deux en plus du loyer, mais je ne faisais plus mes comptes avec la rigueur des premières semaines. J'avais arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais heureux, et que faire ses comptes quand on est heureux, ça ressemble à de la mesquinerie. J'avais l'impression que compter, c'était trahir ce que nous vivions. Alors j'ai cessé de compter, et c'est exactement le moment où il aurait fallu compter le plus. Il y avait, dans cette cohabitation, une vraie douceur. Je ne veux pas que vous croyiez que tout était calcul de sa part à chaque instant et tristesse de la mienne. Le matin, elle me préparait du café. Elle riait à mes blagues, même mauvaises. Elle s'occupait du logement, mettait des fleurs, cuisinait parfois des plats de son pays, qui embaumaient toute la pièce. Le soir, nous regardions des choses ensemble, elle posait sa tête contre moi, et je me sentais enfin chez moi quelque part. Après des années de solitude, j'avais une présence, une chaleur, une vie de couple, pour ça j'aurais payé bien plus cher. Et c'est précisément le problème, c'est exactement ce que j'allais faire. Ce que je ne voyais pas, parce que je ne voulais pas le voir, c'est que l'équilibre entre nous n'avait jamais existé. C'était pas un couple où deux personnes mettent en commun ce qu'elles ont. C'était un couple où l'un donnait tout et l'autre acceptait tout. Et ce déséquilibre au début ne fait pas de bruit. Il ressemble même à de la générosité, à de la galanterie, à de l'amour. Il faut des centaines de jours pour que le poids cumulé de ce déséquilibre devienne visible. Et quand il devient visible, il est déjà trop tard pour le corriger sans tout perdre. C'est après une dizaine de mois que les petites dépenses ont commencé à se multiplier, et c'est ici que le véritable piège s'est refermé, pas avec une grande demande spectaculaire, avec une infinité de toutes petites demandes, chacune si modeste qu'il aurait été honteux de la refuser. Cela a commencé avec sa fille. Un soir, Somme était soucieuse. Elle m'a expliqué que les frais de scolarité de fond arrivaient à échéance, que sa mère au village n'avait pas de quoi payer, et qu'elle-même était à court ce mois-là. 3000 bas, environ 4,22 €, elle n'a pas demandé, à proprement parler. Elle a partagé son inquiétude, comme elle partageait tout, et elle a laissé son visage se charger de tristesse. Et moi, qu'est-ce que j'allais faire? Laisser une enfant de 9 ans rater son école pour 4,22 €, alors que j'avais 110 000 € à la banque? J'ai sorti l'argent immédiatement. Elle a pleuré de gratitude, m'a dit que j'étais l'homme le plus bon qu'elle ait jamais connu, que Fon avait de la chance d'avoir quelqu'un comme moi dans sa vie. Et ce soir-là, je me suis senti utile, indispensable, héroïque même, pour 4,22 €. C'est fou comme on peut acheter le sentiment de sa propre grandeur à si bas prix. Mais ces 3000 bas ne sont pas restés une exception. Le mois suivant, c'était encore les frais de scolarité, puis quelque chose pour les fournitures, puis un uniforme. Les frais de scolarité de fond sont devenus une dépense mensuelle régulière, 3000 bas par mois, que je réglais désormais sans qu'on ait même besoin de m'en parler. C'était devenu acquis, faisait maintenant partie de ma vie de couple. Et personne, jamais, n'a posé la question de ce que devenaient ces sommes une fois envoyées. Puis il y a eu sa mère, la vieille femme au village était souvent souffrante. Un peu de fièvre, des douleurs, de la tension, il fallait des médicaments. Somme me montrait les messages que sa mère lui envoyait, en taille, que je ne pouvais pas lire, et me traduisait l'inquiétude. Encore 2000 bas en moyenne chaque mois pour les remèdes de la mère malade. Encore une somme dérisoire, prise isolément. Encore un refus qui m'aurait fait passer pour un monstre. J'ai payé. Et ces 2000 bas sont devenus, eux aussi, une dépense fixe, silencieuse, intégrée à mon quotidien, sans que je l'aie jamais vraiment décidé. À partir de là, les petites dépenses se sont mises à pleuvoir, une à une, légères comme des gouttes. Quand nous partions au village, voir la petite, il fallait lui apporter des cadeaux, et je ne pouvais pas arriver les mains vides, alors c'était 1000 ou 2000 bas à chaque fois pour des jouets, des friandises, des vêtements. Les repas à l'extérieur se sont multipliés. Là où je mangeais une assiette de rue pour presque rien, nous allions désormais au restaurant 3 ou 4 fois par semaine, et le restaurant à deux, ça n'a plus rien à voir avec une assiette de rue.
Somme ne savait pas conduire de 2 roues, alors pour chacun de nos déplacements, c'était la voiture ou la moto avec chauffeur. Et c'était moi qui payais la course. Il fallait habiller Somme, parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas m'accompagner au restaurant dans de vieux vêtements, qu'elle voulait être belle pour moi. Il fallait payer ses soins parce qu'elle voulait me plaire, disait-elle. Et comment refuser à une femme de vouloir être belle pour vous? Il fallait recharger son téléphone régulièrement parce qu'elle devait pouvoir m'appeler à tout moment. Et je trouvais ça attendrissant. Chacune de ces dépenses, mises l'une à côté de l'autre, paraissait absolument normale. Pas une seule n'était choquante. Pas une seule ne justifiait à elle seule la moindre méfiance. Si vous m'aviez montré isolé, n'importe laquelle de ces dépenses, j'aurais haussé les épaules en disant que c'était la vie, que c'était l'amour, que c'était le prix de la tendresse. Et c'est exactement ça, le génie cruel de ce genre de piège. Il n'y a jamais de moment où une sonnette d'alarme se déclenche, parce que chaque dépense prise séparément est trop petite pour alarmer. Ce n'est que la somme de 1000 petites dépenses qui devient un gouffre. Mais cette somme, on ne la voit jamais en face, tant qu'on ne s'assoit pas un jour pour tout additionner. Il y avait aussi dans chaque demande une phrase qui revenait toujours comme une formule magique. Je te rembourserai dès que j'aurai mon salaire. Somme me le disait chaque fois, avec sérieux, en me regardant dans les yeux. Et chaque fois, je faisais un geste de la main, comme pour dire que ce n'était rien, que ce n'était pas la peine, que ce que je donnais, je le donnais de bon cœur. Bien sûr, elle ne m'a jamais remboursé. Pas un bas. Mais c'était pas l'argent qui comptait pour elle dans cette promesse. Cette phrase servait à autre chose. Elle servait à transformer chaque cadeau en prêt. Et chaque prêt en preuve de confiance mutuelle. Elle servait à maintenir la fiction d'une relation entre égaux où chacun aide l'autre, alors qu'en réalité l'argent ne circulait que dans un seul sens. Tant que cette promesse existait, je pouvais continuer à me raconter que nous étions un couple normal. Et tant que je pouvais me raconter ça, je continuais à payer. Je me souviens d'un soir, pourtant, où un malaise m'a traversé. Somme m'avait demandé de l'argent pour les soins de beauté, puis dans la même journée pour un cadeau à sa fille, puis pour recharger son téléphone, et en faisant le total dans ma tête, sans même y penser, j'avais réalisé que cette seule journée m'avait coûté plus que ce que je dépensais autrefois en une semaine. Une ombre est passée, une seconde de lucidité. Mais Somme a dû la sentir. Parce qu'elle s'est immédiatement faite plus tendre, plus présente, elle m'a pris la main, m'a dit qu'elle s'inquiétait de trop me coûter, qu'elle ne voulait surtout pas être un fardeau, qu'elle préférait se priver plutôt que de me peser. Et, instantanément, la culpabilité a changé de camp. C'était plus elle qui me coûtait trop, c'était moi qui n'étais pas assez généreux, qui osait compter, qui manquait de cœur. Je me suis excusé. Vous vous rendez compte. La personne qui prenait s'était arrangée pour que ce soit celle qui donnait qui demande pardon. Je n'ai compris la perfection de cette manœuvre que bien plus tard. Au-delà des dépenses quotidiennes, il y avait un autre poste qui pesait lourd, et que je ne calculais pas davantage. Les voyages au village et les obligations qui allaient avec. Somme était originaire d'une province pauvre et rurale du nord-est du pays, à de longues heures de route de Pattaya, dans cette région de rizières et de terres rouges où la vie est dure et lente. Sa fille y vivait, chez la grand-mère, et il était naturel que Somme veuille s'y rendre régulièrement. En 2 ans, je l'ai accompagnée là-bas à 4 reprises, et chacune de ces visites a été une leçon sur la manière dont la générosité se transforme insensiblement en obligation. Le voyage lui-même coûtait. De longues heures de transport dont je réglais chaque trajet entre 800 et 1200 bahts à chaque fois. Mais ce n'était que le commencement. Au village, on ne pouvait pas arriver les mains vides. Il fallait des cadeaux pour tout le monde, pour la mère, pour la fille, pour les frères et sœurs de Somme, pour les cousins. À chaque visite, c'était entre 5000 et 10 000 bahts qui s'évaporaient en présents, en nourriture rapportée, en petites choses pour les uns et les autres. Il fallait aussi, m'expliquait Somme, remettre à sa mère une enveloppe d'argent, par respect. Dans sa culture, m'a-t-elle dit, on honore les anciens ainsi et un homme qui aime une femme honore sa mère. 3000, parfois 5000 bahts glissés dans une enveloppe à une vieille femme qui me souriait, sans que nous puissions échanger un seul mot, parce qu'elle parlait pas un traître mot d'aucune langue que je connaissais. Et il y avait toujours, par-dessus, un événement. À chaque visite ou presque, le village célébrait quelque chose. Le mariage d'une cousine, auquel il fallait contribuer. Une fête bouddhiste, qui demandait une participation, un anniversaire. Et chaque célébration appelait sa contribution, parce que je ne pouvais pas être l'étranger qui profite de l'hospitalité sans rien donner en retour. Somme veillait à ce que je donne, toujours avec délicatesse, toujours en me faisant sentir que c'était une marque de respect, une manière de m'intégrer, de me faire accepter comme un membre de la famille. Et puis il y avait le temple. Somme insistait beaucoup pour que nous fassions un don au temple du village. Pour le karma de notre couple, disait-elle, pour que notre amour soit béni,
pour que les esprits nous protègent. Comment refuser une chose pareille à la femme qu'on aime sans passer pour un mécréant insensible? Je donnais. Ce qui me liait à ces visites, c'était pas seulement la pression. C'était quelque chose de plus profond, et c'est pour ça que ça marchait si bien sur moi. Au village. Je me sentais accueilli. La mère me remplissait l'assiette sans cesse, comme si nourrir l'étranger était une façon de l'aimer. La petite Fon, timide au début, avait fini par m'appeler d'un mot affectueux et venait se blottir contre moi. Les frères et sœurs me souriaient, me faisaient une place, levaient leur verre en mon honneur. J'avais là, bas, l'impression d'avoir une famille. Et c'était précisément ce qui me manquait le plus depuis 14 ans, depuis mon divorce, depuis que mes propres enfants étaient devenus des silhouettes lointaines que je voyais au fait. Cette province pauvre m'offrait ce que la France ne m'offrait plus, le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être attendu, d'avoir une place à une table. Pour ce sentiment-là, j'aurais vidé toutes mes poches. Et en un sens, c'est ce que je faisais. Je savais pas, à ce moment, qu'une partie de cette chaleur familiale était une mise en scène. Je l'ai appris bien plus tard. Il y avait parmi les visages que je croisais, une femme que Somme me présentait tantôt comme sa sœur, tantôt comme sa cousine, selon les jours, une certaine Kunjoy. Cette femme jouait un rôle. Elle était là pour donner du relief à la famille, pour appuyer les histoires, pour renforcer l'impression d'un clan uni et chaleureux qui m'avait adopté. Sur le moment, je n'ai rien remarqué. Pourquoi aurais-je soupçonné quoi que ce soit ? Tout était si naturel, si tendre, si convaincant. C'est seulement après que les pièces se sont mises en place dans mon esprit et que j'ai compris que même l'affection que je croyais recevoir gratuitement avait été en partie fabriquée pour me retenir. La mère réelle, elle, jouait son propre rôle sans avoir à mentir parce que elle était bel et bien la mère et que Fon était bel et bien sa petite fille. C'est ce qui rendait l'ensemble imparable. Tout n'était pas faux. La fille existait, la pauvreté existait, la vieille femme existait. C'est le mélange du vrai et de l'arrangé qui forme le piège le plus solide. On ne ment jamais aussi bien que lorsqu'on dit en partie la vérité. Puis sont venues les urgences, et là encore, le génie de la chose, c'est qu'elles n'arrivaient jamais en cascade brutale, jamais sous forme d'une catastrophe unique et énorme qui m'aurait fait dresser l'oreille. Elles arrivaient par petites vagues, espacées, raisonnables, comme la vie en distribue à tout le monde. Parce que c'est vrai, dans la vraie vie, les ennuis arrivent. Un véhicule tombe en panne. Quelqu'un se blesse. Une dépense imprévue surgit. Personne ne trouve cela suspect, parce que cela arrive à tout le monde. Et c'est précisément en imitant le rythme normal des accidents de la vie que ces demandes échappaient à toute méfiance. La moto de la mère est tombée en panne. Il fallait la réparer. Parce que sans elle, la vieille femme ne pouvait plus aller au marché ni à ses rendez-vous. 10 000 bas. Une somme, cette fois, un peu plus importante. Mais pour réparer le seul moyen de transport d'une mère âgée et malade, qui aurait refusé? J'ai donné. Puis la fille a eu besoin d'un nouvel uniforme pour entrer au collège, 5 000 bas, et j'allais quand même pas priver une enfant d'aller en classe correctement vêtue. La grand-mère, une autre fois, est tombée et a dû être conduite à l'hôpital, 15 000 bas de frais, et devant la maladie d'une personne âgée, on ne marchande pas. Le frère de Somme a perdu temporairement son travail et a eu besoin d'un coup de main pour tenir. 8 000 bas d'aide ponctuelle et aider la famille de celle qu'on aime, n'est-ce pas la moindre des choses? Il y a eu un problème de plomberie au village, 6 000 bas, parce qu'on ne laisse pas une maison sans eau. Vous voyez le schéma, chaque urgence était plausible. Chaque urgence était d'un montant qui, isolément, restait supportable. Chaque urgence touchait à quelque chose de sacré. La santé, l'éducation, la dignité d'un proche. Et chaque urgence s'accompagnait toujours de la même phrase rassurante « Je te rembourserai dès mon salaire ». Refuser l'une de ces demandes, c'était se montrer mesquin face à la maladie, à l'enfance, à la détresse. Alors je refusais jamais. Je sortais l'argent encore et encore en me disant chaque fois que c'était exceptionnel, que ça n'arriverait plus, que les coups durs finiraient bien par cesser. Mais les coups durs ne cessaient jamais vraiment. Il y avait toujours, à quelques semaines d'intervalle, une nouvelle petite catastrophe raisonnable qui appelait mon portefeuille. Et pendant tout ce temps, le doute parfois remontait. Une petite voix au fond de moi, l'ancien chef d'équipe habitué à surveiller les chiffres, murmurait que ça faisait beaucoup, que les ennuis s'enchaînaient bien souvent, que je payais sans cesse, sans jamais rien voir revenir. Mais je faisais taire cette voix. Je l'étouffais, parce que l'écouter aurait signifié remettre en question tout ce que je vivais. Et tout ce que je vivais, c'était la fin de ma solitude, le retour de la tendresse, le sentiment d'avoir une famille. Pour ne pas perdre ça, j'étais prêt à ne pas regarder. J'étais prêt à mentir.
Et je me mentais merveilleusement bien. Pendant que toutes ces petites sommes s'écoulaient, une autre marée montait. Plus lente encore, plus invisible, le coût réel de la vie lui-même, qui ne cessait d'augmenter autour de moi. Car la Thaïlande, pas chère que j'avais connue à mon arrivée, n'était déjà plus tout à fait la même. Les loyers grimpaient, surtout dans les quartiers où vivaient les étrangers. La monnaie locale s'était renforcée face à l'euro, ce qui voulait dire que chaque euro que je recevais de France achetait désormais un peu moins de bas qu'avant. Tout lentement coûtait plus cher, et moi je ne le mesurais pas, parce que j'avais cessé de mesurer quoi que ce soit. À la fin de mon bail, le propriétaire a renégocié le loyer à la hausse. Mon studio a grandi et passé de 10 à 9, 1000 à 20, 2000 bas par mois, soit autour de 600 euros. L'électricité, elle aussi, ne cessait de grimper, parce que nous faisions tourner la climatisation presque en permanence. Somme avait chaud, disait-elle, elle ne supportait pas la chaleur de la nuit sans l'air conditionné, et chaque mois, la facture s'alourdissait. La nourriture changeait de nature et de prix. Moi qui me contentais autrefois des marchés et de la rue, je me retrouvais à faire les courses dans un grand supermarché climatisé parce que Somme préférait les produits emballés propres aux étals en plein air, et un grand supermarché climatisé dans ce pays coûte presque aussi cher qu'en Europe. Les sorties au restaurant avaient elles aussi évolué. Somme adorait la cuisine occidentale, en particulier les pizzas italiennes, et un repas dans un restaurant pour étrangers coûte facilement 4 fois le prix d'un repas de cuisine locale dans la rue. Là où je dépensais l'équivalent de 2 euros pour me nourrir, nous dépensions désormais l'équivalent de 10 ou 15 euros à chaque sortie, plusieurs fois par semaine. Et puis ma propre santé a commencé à me rappeler mon âge, ce qui, dans ce pays, se paie comptant. J'ai eu d'abord un problème dentaire, une rage qui m'a obligé à consulter, puis à enchaîner les soins, et les soins dentaires ne sont pas gratuits. Plus tard, j'ai eu une alerte du côté du cœur, des douleurs dans la poitrine qui m'ont conduit aux urgences d'une clinique privée. J'ai passé des examens, j'ai été gardé en observation, et la facture a été salée. Parce que je n'avais aucune assurance et que dans les cliniques privées, on paie tout et on paie cher. C'est à la suite de cette frayeur que j'ai fini par souscrire une assurance santé, ce que j'aurais dû faire dès le départ, mais que mon budget initial n'avait jamais prévu. 32 000 bahts par an, une dépense énorme qui s'ajoutait à toutes les autres et qui, à elle seule, mangeait une bonne partie de mes prétendues économies. Toutes ces choses, l'inflation, le loyer en hausse, l'électricité, la nourriture occidentalisée, les frais médicaux, l'assurance, ne venaient pas de Somme. Elles n'avaient rien d'une arnaque. C'était simplement le coût réel de la vie, celui dont aucune vidéo ne parlait jamais quand elle promettait de vivre comme un roi pour 1000 euros par mois. Mais additionnées à toutes les petites saignées que Somme provoquait, elles formaient une hémorragie continue, lente, indolore, que rien ne signalait. Mon budget réel n'avait plus rien à voir avec ma feuille de papier soigneusement remplie à Cherbourg. Je vivais désormais bien au-dessus de ce que j'avais prévu, et je ne le savais pas, parce que je m'étais soigneusement arrangé pour ne plus jamais ouvrir les yeux sur mes propres chiffres. Je crois que c'est ça, hein, le piège le plus profond dans toute cette histoire. C'est pas Somme qui m'a aveuglé, c'est moi qui ai choisi de ne pas voir. Somme m'a simplement offert une raison de fermer les yeux, et j'ai saisi cette raison à deux mains, parce que les yeux ouverts, je voyais la solitude, le vide, et l'absurdité d'un homme de 60 ans seul à l'autre bout du monde. Les yeux fermés, je voyais une compagne douce, une petite famille au village, des soirées tendres, une vie pleine. Entre les deux, mon cœur avait choisi. Et il n'avait pas demandé l'avis de ma raison. Le réveil a été d'une banalité absolue. Pas de drame, pas de coup de théâtre, pas de voix au téléphone m'annonçant une catastrophe, juste un cahier, une calculatrice et une après-midi. C'était au début de l'année, lors d'une de ces journées où la chaleur est si lourde qu'on ne peut rien faire d'autre que rester chez soi. Le ventilateur tournant au plafond, en plus de la climatisation, les volets à demi-clos contre le soleil. J'avais entre-temps déménagé une nouvelle fois dans un studio un peu plus modeste du côté de la plage de Jontien pour tenter de réduire le loyer sans que ça change grand-chose à la dérive générale. Somme était sorti. J'étais seul et, pour une raison que je ne m'explique pas, une impulsion m'a pris. Peut être cette vieille voix de chef d'équipe qui n'était jamais vraiment morte. J'ai sorti un cahier, j'ai pris une calculatrice et j'ai décidé de faire ce que je n'avais plus fait sérieusement depuis mon arrivée, presque 3 ans plus tôt. J'ai décidé de faire mes comptes. Tous mes comptes. Depuis le début, j'ai commencé par retrouver le montant de mon capital. À mon départ de France, j'avais 110 000 euros. C'était mon coussin, ma sécurité, le fruit de toute une vie de travail et d'économie. Je me souvenais encore de la fierté que j'avais à contempler ce chiffre en me disant qu'il me mettait définitivement à l'abri. J'ai vérifié l'état actuel de mes comptes. Et là, mon sang s'est glacé. De 110 000 euros, il me restait que 45 000 euros. En moins de 3 ans, sans le moindre achat important, sans voiture, sans maison, sans investissement ruineux,
sans aucune de ces grandes folies dont on se croit capable de se souvenir, j'avais englouti 65 000 euros. La moitié de toute ma vie d'épargne. Et j'étais incapable de dire où elle était passée. Alors je me suis mis à reconstituer, mois après mois, poste par poste, comme on mène une enquête. J'ai noté mon loyer réel, qui avait grimpé à 600 euros. J'ai noté ce que je dépensais réellement en nourriture occidentalisée pour plaire à Somme, autour de 440 euros par mois, là où j'avais prévu 300 pour une nourriture locale. J'ai noté les sorties au restaurant à deux, qui me revenaient à plus de 300 euros mensuels. J'ai noté tout ce qui partait vers la famille de Somme, les frais de scolarité de la petite, les médicaments de la mère, les dons divers, tout cela représentant à peu près 240 euros chaque mois. J'ai noté les cadeaux quotidiens, les soins, les vêtements, les recharges, l'entretien permanent de Somme, encore près de 180 euros. J'ai noté les frais de santé non couverts, l'assurance, les voyages au village lissés sur l'année, et l'effet sourd de l'inflation et de la monnaie qui se renforçait. Et quand j'ai tout additionné, le chiffre m'a frappé comme un coup au visage. Mon budget réel, depuis bientôt 2 ans, tournait autour de 1 900 euros par mois. 1 900 euros. Moi qui avais quitté la France parce que 1 800 euros par mois ne me suffisait plus à y vivre, j'en dépensais désormais 1 900 dans le pays de la vie, pas cher. J'avais traversé la moitié de la planète, bouleversé mon existence, loué mon appartement, abandonné mes repères pour finir par dépenser plus qu'avant. Et le plus terrible, c'est que la différence entre ce que j'avais prévu, 1 200 euros, et ce que je dépensais, 1 900 euros, c'est 700 euros de dépassement chaque mois, correspondait presque exactement à ce que je versais, d'une manière ou d'une autre, à Somme et à son entourage. Environ 800 euros par mois disparaissaient dans cette relation, sous des formes si fragmentées, si quotidiennes, si raisonnables, que je n'en avais jamais vu la masse. Je suis resté longtemps assis devant ce cahier, le stylo immobile, à fixer ces chiffres que j'avais sous les yeux et que je n'avais jamais voulu voir. Le ventilateur tournait, la chaleur pesait, et moi je prenais conscience, avec une lenteur écœurante, d'à quel point j'avais été aveugle pendant 3 ans. C'était pas une seule grande erreur, c'était 1000 petites erreurs, 1000 petits abandons, 1000 petits oui prononcés sans réfléchir, qui s'étaient accumulés jour après jour jusqu'à former une montagne. Il n'y avait jamais eu de moment de réveil brutal, parce que chaque dépense prise isolément avait toujours semblé normale. Je ne me réveillais que maintenant a posteriori, devant le résultat final, quand la moitié de ma fortune avait déjà disparu. Mais c'était pas encore le pire. Le pire est arrivé quelques jours plus tard, et il n'avait rien à voir avec les chiffres. C'est arrivé à cause d'un téléphone laissé sur une table. Somme était dans la salle de bain. Son téléphone était posé, là, devant moi, sur la petite table où nous mangions. Il s'est allumé, un message venait d'arriver, et mon regard machinalement est tombé dessus. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. Jamais. Par respect, par confiance, par peur, peu. Aide de ce que j'aurais pu y trouver. Mais ce jour-là, encore secoué par mes comptes, l'esprit déjà fissuré par le doute, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé. Ce que j'ai découvert a fait s'effondrer en quelques minutes 3 ans de ma vie. Il y avait des conversations, plusieurs conversations avec plusieurs hommes, des hommes étrangers comme moi. Je comprenais pas tout, les langues se mélangeaient, mais je comprenais l'essentiel. Il y avait un homme en Allemagne, il y avait un homme en Suède, il y avait un homme en Australie. Et avec chacun, Somme entretenait des échanges du même genre que ceux qu'elle avait eus avec moi au début, des mots tendres, des photos, des inquiétudes partagées sur sa fille, sur sa mère malade, sur les fins de mois difficiles, les mêmes histoires, les mêmes urgences, les mêmes petites demandes, à d'autres hommes, en même temps qu'à moi, depuis tout ce temps. Je n'étais pas l'homme de sa vie, je n'étais même pas le seul homme de sa vie, j'étais l'un des 4. Une source de revenus parmi d'autres, celle qui avait l'avantage d'être sur place, à portée de main, à demeure, mais une source parmi d'autres tout de même. Toute la tendresse que je croyais unique, tout ce sentiment d'être enfin choisi, vu, aimé après des années d'invisibilité, n'était que un numéro qu'elle jouait simultanément sur plusieurs scènes, à des hommes seuls aux 4 coins du monde, qui tous, comme moi, devaient se croire spéciaux. Je n'ai pas crié. C'est étrange, mais je n'ai pas crié. Je crois que j'étais trop sonné pour crier. Quand Somme est sortie de la salle de bain, je tenais encore son téléphone à la main, et elle a compris immédiatement à mon visage que j'avais vu. Il y a eu un silence terrible entre nous. J'ai pas hurlé, j'ai pas insulté, j'ai pas fait de scène. J'ai simplement demandé, d'une voix que je ne reconnaissais pas, calme, presque éteinte, ce que tout cela signifiait. Et c'est sa réponse, plus encore que les conversations, qui m'a achevé. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle n'a pas inventé une explication. Elle m'a regardé et elle m'a dit, d'abord dans sa langue, puis dans un anglais hésitant et froid, une phrase que je n'oublierai jamais. Tu sais comment ça marche ici.
Voilà. Tu sais comment ça marche ici? Comme si c'était évident, comme si j'avais toujours su, au fond, à quoi je m'étais engagé? Comme si j'étais le seul idiot à avoir pris pour de l'amour ce qui, pour elle, n'avait jamais été qu'un arrangement, une transaction longue, une façon de survivre dans un monde dur. Et le plus terrible, c'est qu'elle avait raison sur un point, et que cette vérité m'a frappé en plein cœur. Non? Je savais pas comment ça marchait ici. Ou plutôt, je voulais pas le savoir. J'avais préféré croire que j'étais l'exception, l'homme qu'on aimait vraiment, celui pour qui une jeune femme oubliait tous les calculs. J'avais préféré la fiction au réel, parce que le réel était trop solitaire, trop nu, trop humiliant pour un homme de mon âge. Somme n'avait fait que me vendre ce que je désirais désespérément acheter. Elle n'avait fait que tendre un miroir à mon propre aveuglement. Et j'avais payé le miroir au prix fort. Je n'ai pas fait de drame. Vous trouverez peu, être ça étrange, après ce que je venais d'apprendre, mais je crois que quelque chose en moi avait déjà compris depuis longtemps, et que ce que j'éprouvais surtout, c'était pas de la colère. C'était une fatigue immense, une lassitude de toute cette comédie, et une honte d'avoir été à ce point le metteur en scène de ma propre ruine. J'ai dit à Somme que c'était fini, simplement. Elle n'a pas insisté pour rester. Elle n'a pas plaidé, pas supplié, pas tenté de me reconquérir avec des larmes. Je crois qu'elle savait, en professionnel, que cette source-là était tarie, et qu'il était plus sage de partir vers les autres que de gaspiller de l'énergie sur un homme qui avait enfin ouvert les yeux. Elle a rassemblé ses affaires, et elle est partie, sans éclat, comme on tourne une page. Et moi, je suis resté seul dans ce studio de la plage de Jomptien, avec mon cahier de compte ouvert sur la table, ma calculatrice, mon ventilateur qui tournait, et le silence. Le même silence qu'à Cherbourg. Le même silence que j'avais traversé la moitié du monde pour fuir, et qui m'avait rattrapé intact, plus lourd encore qu'avant, parce que cette fois, il me restait 45 000 euros au lieu de 110 000, et 3 ans de moins à vivre. Voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà ce que je veux que vous reteniez, parce que tout ce que j'ai traversé ne servira à rien si personne n'en tire de leçon. J'ai commencé par effacer Somme de ma vie. J'ai supprimé son numéro, ses traces, tout ce qui pouvait me relier à elle. Puis j'ai déménagé une dernière fois dans un studio plus petit et plus simple, un logement modeste, à 16 000 bahts par mois, sans fioriture, sans climatisation tournant jour et nuit, sans rien de superflu. Et j'ai pris une décision difficile. J'ai décidé de rester ici à Pattaya, malgré tout, non pas par amour du pays, non pas parce que j'y étais heureux, mais pour une raison beaucoup plus crue, je n'avais plus les moyens de rentrer. Avec 45 000 euros au lieu de 110 000, reprendre une vie autonome en France, retrouver un logement, me réinstaller, payer tout ce qu'on paie dans un pays cher, c'était devenu impossible. La ruine que je m'étais infligée m'avait enchaîné à l'endroit même où elle s'était produite. Il y a une ironie cruelle là-dedans, et je la goûte chaque jour. Alors j'ai refait ce que j'avais fait au tout début à Cherbourg, sur ma feuille de papier, j'ai recalculé un budget, et cette fois je l'ai respecté. J'ai ajusté ma vie à 1 200 euros par mois, exactement la somme que j'avais prévue 3 ans plus tôt, avant Somme, avant la dérive, avant tout. Je vis dans mon petit studio. Je mange de la nourriture locale, dans la rue, sur les marchés, pour presque rien, comme au premier jour. Je me déplace simplement. Je ne sors plus dans les restaurants pour étrangers. Et savez-vous ce que je constate, avec une amertume que je peux pas vous décrire? Je constate que c'était possible, que ça l'avait toujours été, que la Thaïlande pas chère, celle des vidéos, celle de mes calculs, existait réellement, et que j'aurais pu y vivre tranquillement, confortablement, en préservant mon capital, exactement comme prévu. 1 200 euros par mois suffisaient, ils avaient toujours suffi, à une condition, une seule, que je sois seul. Voilà la vérité que cette histoire m'a apprise, et c'est là que je veux être très précis avec vous, parce que c'est facile de tirer la mauvaise leçon. La mauvaise leçon, ce serait de dire que les femmes de ce pays sont des voleuses, que toutes les Thaïlandaises veulent ruiner les étrangers, que ce pays est un piège. C'est faux et c'est paresseux. La vérité est plus subtile et plus dérangeante pour notre propre fierté. Ce qui m'a ruiné, ce ne sont pas les prix de la Thaïlande. La Thaïlande, pour qui vit comme un habitant du pays, avec mesure et discipline, reste réellement abordable. Ce qui m'a ruiné, c'est la dynamique économique d'un couple mal défini où l'un paie tout et l'autre accepte tout, sur un terrain où les attentes culturelles et matérielles des deux n'ont jamais été alignées et n'ont jamais été dites à voix haute. Réfléchissez bien. Somme venait d'une province pauvre, d'un monde où l'argent d'un étranger représente une chance de survie, une possibilité d'aider une mère malade, d'envoyer une fille à l'école,
d'échapper à une misère qu'on ne connaît pas en Europe. Pour elle, faire payer un homme aisé n'était ni un crime ni une cruauté, c'était une stratégie de survie, transmise, partagée, presque banale dans son milieu. Moi, je venais d'un monde où le couple suppose le partage, l'égalité, l'amour désintéressé. Nous n'avons jamais parlé d'argent ouvertement, jamais posé les règles, jamais défini ce que chacun attendait de l'autre. Et dans ce flou, dans ce non-dit, chacun appliquait les règles de son propre monde. Elle a pris ce qu'elle pouvait prendre, parce que c'était sa logique. Et moi, j'ai donné jusqu'à m'épuiser, parce que je confondais l'amour avec le fait de payer, et la tendresse avec le fait d'être utile. Le malentendu était total, et il m'a coûté la moitié de ma vie d'épargne. Alors si vous m'écoutez, vous qui rêvez, peut être de partir là, bas pour le soleil, pour les prix bas. Laissez-moi vous dire quelques vérités que personne ne met jamais dans les vidéos qui vendent du rêve. La première, c'est que la vie pas chère existe, mais qu'elle a un prix caché. Et que ce prix n'est pas dans les loyers ni dans la nourriture. Un retraité seul, discipliné, qui vit comme un habitant du pays, peut effectivement s'en sortir pour autour de 1000 à 1200 euros par mois dans une ville comme Pattaya, et parfois pour moins encore dans des villes plus calmes, comme Chiang Mai dans le nord ou Hua Hin sur la côte, c'est vrai. Mais cette vie-là suppose la solitude ou alors une relation entre adultes parfaitement claire sur l'argent. Dès que vous ajoutez à l'équation une compagne dont les attentes financières ne sont pas les vôtres et dont la situation est radicalement plus précaire que la vôtre, le budget explose, doucement, sans bruit, jusqu'à dépasser tout ce que vous fuyez en Europe. La deuxième vérité, c'est que le piège le plus dangereux n'est jamais celui qui se présente comme un piège. Je me croyais à l'abri parce que je n'allais pas dans les bars, parce que j'avais rencontré Somme sur une application sérieuse, parce qu'elle payait sa part au début, parce qu'elle avouait avoir une fille. Toutes ces choses qui me rassuraient étaient en réalité les pièces d'un mécanisme conçu pour rassurer précisément les hommes comme moi. Ceux qui se croient trop intelligents pour les arnaques grossières. Il n'y a pas eu de grande escroquerie spectaculaire dans mon histoire, pas de dot énorme réclamée d'un coup, pas de fausse opération chirurgicale à 10 000 euros, pas de terrain acheté au nom d'un autre, juste le coût quotidien, infime, répété, d'une relation déséquilibrée, multipliée par 1000 jours. Et c'est exactement ce qui le rend si difficile à voir. Il n'y a jamais d'instant de réveil parce que chaque dépense, séparément, est trop petite pour vous alarmer. On ne réalise que en faisant ses comptes, longtemps après, quand le mal est fait. La troisième vérité, la plus dure à entendre, c'est que la responsabilité n'était pas seulement chez Somme. Elle était chez moi. J'ai cessé de faire mes comptes parce que compter dérangeait mon confort affectif. J'ai étouffé chaque doute parce que le doute menaçait la fiction qui me faisait du bien. J'ai donné jusqu'à l'absurde parce que donner me permettait de me sentir aimé sans avoir à me demander si je l'étais vraiment. Somme a profité de ma solitude, oui. Mais ma solitude, c'est moi qui l'ai apportée dans mes valises et c'est moi qui ai refusé de la regarder en face en préférant l'anesthésie avec une relation qui me coûtait tout. On se ruine pas en Thaïlande à cause des prix. On se ruine à cause de soi-même et de la femme qu'on choisit de mettre à côté de soi sans jamais oser regarder les chiffres. Aujourd'hui, je vis simplement. Je tiens mon budget. Je fais mes comptes chaque semaine, religieusement, comme une pénitence et comme une protection. Je parle parfois avec d'autres hommes seuls ici qui sont en train de vivre exactement ce que j'ai vécu et qui, comme moi à l'époque, refusent de l'entendre. Je leur raconte mon histoire et je vois dans leurs yeux le même aveuglement tendre que j'avais. Certains comprendront avant qu'il ne soit trop tard. La plupart, non. Parce que la solitude est un maître plus fort que la raison, et qu'à mon âge, on préfère souvent une illusion chaleureuse à une vérité froide. Je ne reverrai jamais la fortune que j'avais. À mon âge, il y a plus de temps pour reconstruire un capital de 110 000 euros. J'ai perdu, en moins de 3 ans, la moitié de ce que j'avais mis toute une vie à amasser, et je l'ai perdu non pas en une catastrophe, mais en 1000 petits gestes que je croyais être de l'amour. Mais s'il y a une chose que je peux encore faire de cette histoire, c'est la transmettre. C'est dire à un seul homme peut être à vous que, avant de partir vers le soleil et les prix bas, il faut d'abord regarder en soi, comprendre ce qu'on va vraiment chercher là-bas, et oser, toujours, faire ses comptes, même quand on est heureux. Surtout quand on est heureux. Parce que c'est précisément quand on est heureux qu'on cesse de compter, et c'est précisément quand on cesse de compter qu'on se ruine. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, sur un rêve que vous nourrissez peu être, ou sur quelqu'un que vous connaissez qui s'apprête à le vivre, alors prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et pour partager cette vidéo autour de vous. D'autres hommes sont en train de remplir, en ce moment même, le même cahier de comptes que Pascal, sans le savoir,
Peut-être que votre partage ouvrira les yeux de l'un d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Prenez soin de vous, restez lucide, et souvenez-vous toujours que le bonheur véritable ne vous demandera jamais de cesser de regarder la vérité en face.